Salut à tous, bienvenue pour ce tutoriel sur comment bien préparer la post-production son à destination de la table du monteur son. C'est un tutoriel que je fais suite à un article que j'ai écrit. Et je me suis dit que d'en faire une vidéo tutoriel était peut-être plus parlante et peut-être plus agréable pour ceux qui ne veulent pas lire 1 heure d'article. Alors il n'y aura pas autant de détails que ce que j'ai écrit sur mon site, je vous mets le lien ici d'ailleurs. Et surtout, je me concentrerai uniquement sur DaVinci, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le logiciel le plus utilisé en montage image, en amateur ou semi-pro. En tout cas, c'est le logiciel qui est utilisé par la plupart des réalisateurs avec lesquels je travaille. Mais que ce soit pour Final Cut, Adobe, Premiere ou Media Composer de chez Avid, tout ce dont je vais parler ici, il y a la même chose en fait sur ces autres logiciels. Il faut juste faire peut-être une petite recherche. En tout cas, les appellations sont plutôt équivalentes. Et vous ne serez pas perdu si vous n'utilisez pas DaVinci. Alors, préparer sa post-production, il y a plein de petites choses à savoir et qui sont hyper importantes pour qu'en fait le transport de la session du monteur image se passe bien jusqu'à la table du monteur son, sans perte, sans détérioration, sans perte des fichiers qui sont ici. Donc là, c'est juste un exemple que j'ai choisi. D'ailleurs, ce que vous voyez à l'image, c'est un film sur lequel j'ai travaillé. J'ai juste pris une petite séquence qui va me permettre uniquement visuellement, en fait on n'entendra pas du tout l'audio qu'il y a ici, ça va me permettre uniquement visuellement d'expliquer comment organiser ces pistes, comment bien les nommer, comment organiser ces fichiers pour que le transport et l'exportation en AAF, alors ça on en parlera un peu plus tard, se passe bien. Alors voilà où on en est. Sur notre exemple, on a notre piste vidéo, notre film qui est monté, qui est terminé pratiquement. On a nos pistes audio et c'est là qu'il va falloir s'organiser pour que le transport se passe le plus clairement possible, pour que le monteur son qui va récupérer votre session s'y retrouve rapidement, facilement, sans devoir rechercher pendant des heures des fichiers qui sont perdus, éclatés ou très mal nommés. Il faut être assez méthodique pour simplifier les choses, parce que le temps c'est de l'argent on va dire, et perdre énormément de temps à rechercher les fichiers est toujours très désagréable et surtout ne motive pas du tout un créateur à se pencher sur votre projet et sur votre œuvre en fait. Alors voilà où on en est, notre montage image est terminé, on a nos pistes de tournage qui sont ici, on a notre piste de musique qui est ici et on a nos pistes de bruitage qui sont ici. Alors nos pistes de tournage, dans cet exemple que je prends, je vais prendre un exemple assez courant. On a 5 pistes, une perche qu'on a appelée boom, qui s'appelle boom traditionnellement, on peut l'appeler perche, peu importe. On a 2 pistes HF, des micro-cravates lavalier, qu'on a appelé lave A, lave B, pour les 2 comédiennes que l'on voit à l'image. Et on a un micro d'ambiance qui captait en fait ce jour-ci le terrain de foot, gauche-droite, qui sont en stéréo, donc qui sont séparés sur 2 pistes, gauche et droite, 2 pistes mono. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est que des pistes mono, bien sûr. Alors ça, c'est nos pistes de tournage. Il faut bien les conserver. C'est une erreur des fois que j'ai remarqué, c'est que les monteurs images suppriment les pistes qui leur semblent pas agréables, trop loin et qui semblent ne pas être bien capté pour ce qu'ils veulent montrer, donc, à savoir le dialogue entre les 2 comédiennes ici. C'est une erreur, il ne faut pas les supprimer. Toutes les prises qui ont été captées sur chaque plan doivent être conservées, même celles qui sont endommagées ou pas exploitables. En tout cas, le monteur son le décidera, et ça lui permet d'avoir la main sur plein de choses, et peut-être qu'il peut utiliser l'ambiance ici pour faire des raccords de son, des pansements en fait entre les dialogues, entre les répliques de dialogue, pour pas qu'on entende les transitions entre les différentes prises et les différents chants contre chants. Il y a un chant contre chant ici. Voilà, ça c'est ce qu'il faut garder. Alors on va rester sur les directs ici, ce qu'on appelle les directs de tournage. Il y a une dénomination que j'ai expliquée dans mon article. Le principal, c'est que votre dénomination soit cohérente du début à la fin de votre projet. Ici, c'est une dénomination d'exemple qui est en fait peut-être traditionnelle, mais pas conventionnelle. De toute façon, il n'y a pas vraiment de convention, il ne me semble pas. Alors, la dénomination est très simple. Titre du film, numéro de séquence, numéro de plan et le numéro de prise qui a été choisi ici, en montage final. Et après, le nom du micro qui correspond. Donc ici, on retrouve bien nos 5 pistes, notre boom, notre perche, nos 2 micro-cravates, et notre gauche-droite
de micro d'ambiance. C'est un micro qui a été placé un peu plus loin sur le terrain de foot. En même temps, voilà. Bon, je ne sais pas s'il sera utilisé en post-production, mais en tout cas, il existe et c'est très bien. Alors, cette dénomination de fichier, elle est super importante. Parce que si le monteur son considère qu'il y a une réplique qui est pas exploitable, ça peut arriver, il peut trouver une prise alternative qui est plus correcte, où il n'y a pas de défaut en fait sur l'enregistrement, parce qu'il peut y avoir des frottements de vêtements sur les micro-cravates par exemple, il peut y avoir des tapes de câbles sur la perche, ça arrive fréquemment. Le monteur son va pouvoir aller chercher des prises alternatives. Donc là, on est sur la prise numéro 1 qui a été conservée pour ce montage-ci. Mais admettons que dans le dialogue, il y a un problème, comme par exemple ici, on voit qu'il y a une espèce de pic qui s'est produit sur le micro-cravate B, donc de la comédienne de droite, on va dire. Et c'est peut-être un mouvement avec son bras, elle a peut-être tapé le micro, peu importe. Le monteur son va aller chercher une autre prise, en espérant que ça corresponde au mouvement des lèvres, bien sûr. Là, elles sont de profil, donc ça ne devrait pas être trop difficile de trouver une prise qui fonctionne. C'est pour ça que c'est super important de marquer la prise qui a été choisie, la séquence dans laquelle on est et la scène dans laquelle on est, en fait. On gagne énormément de temps en post-production quand on doit aller rechercher des petites choses comme ça, des petites prises alternatives. Et aussi le nom du micro, quoi, qui est hyper important pour le monteur son, pour qu'il puisse savoir de quoi il s'agit. Alors en général, on arrive à s'y retrouver et à l'entendre à l'oreille. On sait, on peut différencier un micro-cravate d'un micro-perche assez facilement, mais des fois, différencier un micro d'ambiance d'un micro-perche, c'est peut-être plus compliqué. Donc au moins, ils sont notés, perche, micro-cravate et ORTF. Alors ORTF, c'est la manière avec laquelle le micro a capté. ORTF, c'est une direction de micro. Voilà, ORTF, ça aurait pu être XY ou alors AB. Il y a plusieurs manières de capter en stéréo pour les ambiances. Alors en stéréo, hein, donc deux micros gauche-droite. Ici c'est ORTF, donc c'est très bien, c'est très clair. Au moins je sais que, en tout cas le monteur son saura que ces deux prises ont été prises en RTF, donc il peut savoir à peu près comment les utiliser s'il en a besoin pendant le montage. Et comment les traiter aussi, bien sûr. Ok, donc voilà pour ce qui est des directs. Alors il faut bien toutes les conserver, hein, je me répète, mais il faut rien supprimer. Ensuite, on a les bruitages. Je parlerai de la musique juste après. Ensuite, on a tous les bruitages. Ici, sur cette prise-ci, on a par exemple des bruitages qui ont été captés le jour du tournage, des bruitages additionnels, des bruitages qui sont peut-être spécifiques à la scène, je ne sais pas, un sifflet, le sifflet de l'arbitre ou un tir dans le ballon, en fait, peu importe. Des bruitages qui sont spécifiques que le réalisateur veut conserver et qui ont été captés. Donc il faut les importer ici, les placer là où vous voulez qu'ils soient placés finalement. Et puis il y a d'autres petits bruitages ici qui ne sont pas issus du tournage, mais je voudrais faire un petit point là-dessus. Si vous avez des bruitages spécifiques que vous voulez absolument ici, par exemple ici 2 tirs dans le ballon, que vous voulez absolument ici, je vous conseille d'aller les installer par vous-même, même si le bruitage n'est pas beau. Ça permettra en fait de donner l'indication au monteur son que ici vous voulez ça. Il les remplacera sûrement par d'autres choses, par des bruitages peut-être plus propres, plus pro, on va dire. Mais en tout cas, ils sont ici et ça lui informe dans votre session, à ce moment-là, que vous voulez ça. C'est très bien, ça évite peut-être aussi des explications sur des notes écrites ou dans des vocaux. Pendant des heures, je voudrais ici à 1 minute 04 secondes et 4 images, un truc, voilà, non. Placez-le directement, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus parlant. Et après, parlez-en entre vous s'il y a un problème, mais au moins ils sont ici et c'est très clair. Pour trouver des petits bruitages comme ça, je vous conseille un site qui est super, c'est Artlist. Voilà, je l'avais préparé. Artlist qui est très bien, il y a plein de choses, il y a des effets, de la musique. Mais bon, ils ont un système d'IA aussi maintenant. Par exemple, là, voilà, j'ai tapé Soccer Ball et on peut trouver facilement des tirs dans un ballon. Ok, donc c'est très pratique. Il y a plein de petites choses. Les bruitages ne sont pas très beaux, mais à titre d'exemple, sont largement suffisants et c'est très bien comme ça. Donc, séparez bien tous vos bruitages sans faire une piste par bruitage. Vous voyez, ici, j'ai un peu organisé les correspondances. En fait, là, c'est tous les tirs de ballon, là, c'est tous les sifflets, là, c'est les cris, des bruitages annexes qui ont été ajoutés. Donc,
c'est pas la peine de faire 200 pistes de bruitage, organisez-les de manière à ce que ce soit clair et cohérent. 3-4 pistes peuvent suffire suivant la durée du film. Un mot sur la musique, très rapidement, parce qu'il n'y a pas besoin de donner des tonnes d'explications. Le minimum stéréo, je crois que c'est le minimum, parce que des pistes, de toute façon de la musique en mono, j'ai rarement vu ça, surtout sur des fichiers qui viennent soit d'un compositeur, soit d'une musique officielle, peu importe. Donc vérifiez qu'elle soit en stéréo, que la conversion en mono ne se soit pas faite par inadvertance, on peut dire, dans le transport du fichier, mais en général ça suit bien. Stéréo, et le minimum c'est WAV, pas de MP3. Je recommande vraiment pas le MP3 parce que c'est un format qui peut dénaturer beaucoup le fichier de base, et suivant le taux de compression qui a été utilisé pour la conversion MP3, voilà, je veux pas récupérer des fichiers compressés, abîmés, parce qu'en bout de chaîne, ça peut se sentir finalement. Plus la qualité est bonne au départ, plus la qualité sera bonne à la fin en tout cas. Ok, et une dernière chose, toute simple. Ici, les pistes ont été renommées, je les ai renommées. Elles sont pas nommées comme ça, elles sont marquées audio 1, audio 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Renommez-les en fonction de ce à quoi elles correspondent. Donc ici, boom pour la perche, parce que ici, tout au long de la session, j'utiliserai cette piste audio pour mes perches de direct, ici pour mes cravates, ici pour mes ambiances, ici pour ma musique, et là pour les bruitages. Renommez ces pistes-là, parce que pendant l'export AAF, ce sont des informations qui seront transportées dans le fichier AAF, donc, et quand le monteur son récupère ce fichier et le réimporte dans sa session, logiquement, quand ça se passe bien, la plupart du temps ça se passe bien, les noms des pistes se retrouvent sur sa session de montage son. Donc c'est très pratique, c'est pareil, un gain de temps énorme pour s'y retrouver, et puis pour ne pas avoir besoin de réécouter, par exemple, tiens ça qu'est-ce que c'est, ok je fais play, j'écoute pour savoir ce qui se passe, et puis après je renomme, voilà. Elles sont nommées chez vous parce que vous savez ce que vous en faites. Voilà, il faut être très clair, très méthodique du début à la fin pour que les choses se passent bien jusqu'au bout. Ok, maintenant que toutes les pistes audio sont prêtes, qu'elles sont bien nommées et qu'elles sont installées dans la session, on va pouvoir installer quelque chose qui est très pratique, qu'on appelle une mire de synchro, une mire de synchronisation son. Elle est juste ici. Il y a plusieurs formats 25 fps ou 24 fps qui sont disponibles sur l'article que j'ai écrit. C'est le chapitre sur les mires de synchro. Elles sont évidemment gratuites, vous pouvez les télécharger. C'est des formats que j'ai faits. Je ne sais pas si c'est conventionnel, en tout cas ça fonctionne très bien. Elle dure 4 secondes et à moitié, il y a un bip sonore accompagné d'un flash visuel. Et c'est ça une mire de synchronisation. C'est synchroniser le son à l'image. Alors aujourd'hui, dans le numérique, il y a quand même peu de chances que des problèmes arrivent dans la désynchronisation image-son, parce qu'on travaille en timecode numérique très précis et les transports des sessions transportent également les timecodes, donc il y a très peu de chances qu'il y ait une désynchronisation qui se fasse. Mais il m'est arrivé sur un film des problèmes un peu embêtants parce que j'avais reçu une session qui ne commençait pas à 0, mais qui commençait à 0 et quelques images. Et quand moi j'ai envoyé le fichier audio, la personne a installé ça à son 0, et du coup on était décalé sans comprendre pourquoi. Quand ce genre de problème arrive, c'est un casse-tête pour comprendre pourquoi ça arrive et comment le régler. Si ce jour-là on avait une mire de synchro, le problème aurait été réglé très rapidement, puisque la mire de synchro, c'est un point d'accroche et un point de référence commun qu'on va avoir entre la table de montage image et la table de montage son. Donc, une fois que la mire de synchro est installée, quand vous allez recevoir le fichier audio du monteur son, vous allez pouvoir recaler et vérifier que le bip de synchro est bien calé sur votre flash visuel d'image que vous aurez sur votre session. Ok, maintenant que c'est dit, je vais vous expliquer comment installer une mire de synchro sur DaVinci. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur DaVinci, le timecode de départ d'usine, quand on crée une nouvelle session, est placé sur 1 heure. Ça fonctionne pas. Votre film doit commencer à 1 heure, mais la mire de synchro commence avant 1 heure. Donc les mires de synchro que j'ai fabriquées font 4 secondes, donc il faut qu'elles commencent 4 secondes avant 1 heure. Sauf que là, on est à fond. Donc il va falloir déplacer le timecode de notre session. Alors pour ça, c'est très simple. On va dans notre liste de fichiers, sur notre timeline,
clic droit, timeline, timecode de départ, et on va changer le timecode de départ. Notre mire de synchro fait 4 secondes, et elle doit commencer juste avant le 1 heure de notre session. Donc, notre timecode de départ va commencer à 0 heure, 59 minutes, 56 secondes. Ok? Ok. Donc notre session commence maintenant à 59 minutes, 56 secondes. On va tout sélectionner, on va placer ça à 1 heure pile. Ok? Maintenant notre film commence toujours à 1 heure, mais on a de la marge avant pour installer notre mire de synchro. Elle est ici, on l'importe. Voilà, c'est fait, elle est installée. 4 secondes de mire de synchro. À 2 secondes du début, il y a le bip sonore avec le flash visuel. Donc ici le flash visuel, ici le bip sonore. Et notre film qui commence à 1 heure. Voilà, c'est assez important et c'est très pratique. Surtout quand les problèmes arrivent, pour pouvoir les régler facilement. Quand on a une référence de synchronisation, ici la mire, elle est fabriquée pour que la référence soit à 59 minutes 58 secondes et 0 image, sachant que le bip dure 1 image. Voilà, le bip est passé, on est passé à 1 image. Ça suffit pour faire un point d'accroche et un point de référence. Alors là, DaVinci a mis le bip sur la piste boom. C'est pas très important. On pourrait en fait ajouter une piste, disons une piste stéréo. On va déplacer juste la mire dessus. Ok, on va remonter ça. Et on va appeler ça mire. Ok. Voilà, comme ça c'est encore plus clair. On a une piste de mire qui sera uniquement réservée à ça. Stéréo ou mono, peu importe, ça n'a pas d'importance. Le principal c'est qu'elle soit installée. Et maintenant que la mire est installée, il y a une dernière chose à faire avant de préparer l'exportation de la session, c'est de faire une surimpression d'infos de timecode. Alors c'est très pratique, c'est qu'on va imprimer sur l'image du film, de notre film, on va imprimer le timecode. Pareil, ça va être une référence visuelle pour le montage. C'est très pratique quand on discute entre nous pour savoir à quel moment placer certains bruits, à quel moment installer un bruitage, une musique, un dialogue, peu importe. On va avoir une image, un timecode de référence visuelle. Et puis en montage son, visuellement, c'est très pratique de pouvoir se repérer à l'image près et au timecode près. Donc c'est pour ça qu'on va l'installer tout de suite. Alors sur DaVinci, c'est très simple. Espace de travail, surimpression d'infos, ajouter un timecode d'enregistrement. Il est apparu ici. Et on ne va pas le laisser ici, en fait. Parce qu'il peut gêner l'image, surtout quand il y a des bruitages à enregistrer, par exemple des pas, des portes qui claquent. Il ne faut pas gêner l'image pour le bruiteur. Donc on va déplacer le timecode. Par exemple, ici, ça me semble pas trop mal, en bas à droite, ou en haut à gauche, ou peu importe, dans un coin, pour pas que ça gêne. Si vous avez des bandes noires au-dessus et sur les côtés, le timecode pourra rester dedans, ce ne sera pas la peine de le mettre dans un coin. Donc alors il correspond bien, on va vérifier qu'il corresponde bien à notre session. Donc là, notre lecteur, il est bien à 1 heure et 2 secondes. Et là, on est bien à 1 heure et 2 secondes. Et si on avance, il avance. Donc c'est très bien, ça fonctionne. Pareil, là on est à 1 heure. Et là, notre bip de synchro est bien à 59-58 secondes. Et une image après, il n'y est plus, parce qu'on a une image après. Ok, tout est parfait. Donc on est prêt pour l'exportation de la session en AF pour le monteur son. Alors pour exporter la session, on va aller dans l'onglet exportation directement. Donc d'origine vous êtes sur le custom export, on va aller tout à droite, on va sélectionner le Pro Tools, pas le Avid AF mais le Pro Tools. Le nom du fichier ce sera le nom de votre timeline, alors nommez-la bien dès le départ. Moi je suis resté sur timeline 1, ce qui est idiot, en fait il aurait fallu que je donne vraiment un nom, donc c'est-à-dire le titre du projet, et surtout le plus important, une version V1, V2, V3, V4, peu importe où vous en êtes, peu importe là où vous commencez pour le monteur son, mais toujours marquer une version pour avoir un historique de ce que vous avez envoyé et pour pouvoir s'y repérer quand on va dialoguer ensemble. Certains aussi ajoutent la date. Je suis pas convaincu que ce soit très utile, mais pourquoi pas, c'est une méthode que j'ai vu souvent passer. Ça permet aussi de s'y retrouver dans le temps, bon pourquoi pas. En général, les dates sont aussi marquées dans les métadonnées des fichiers, mais au moins elles sont écrites dans le titre aussi.
Plus important, une version. Vous allez choisir votre chemin, là où vous allez l'exporter, ça je vous laisserai décider. Et c'est là qu'il y a plusieurs petites choses à savoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails des formats, des codecs, des types, j'en ai un peu parlé dans mon article. Il y a beaucoup plus d'informations sur Internet, plus précises, plus détaillées. Je vous laisserai aller chercher. Mais en tout cas, ce que je recommande, et ici, et c'est tout le but de cette vidéo tutoriel, c'est dans l'onglet vidéo, format QuickTime, codec DNX HD, type 1080p 36 8 bits. Dans l'onglet audio, le codec en intégré. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Pour l'audio, soit les fichiers audio de la session seront séparés dans un dossier qui sera créé automatiquement à côté du petit fichier AF, soit les fichiers audio seront intégrés dans le fichier AF. Je recommande de les intégrer, c'est plus pratique, ça fait qu'un seul fichier à déplacer. Donc on va mettre intégré dans l'AF. En dessous, il y a un réglage qui s'appelle exporter full extent. Si vous le sélectionnez, ça va exporter la totalité des fichiers qui seront sur votre session. C'est-à-dire que si vous avez, avec les volets et les poignées qui sont à gauche et à droite de la région audio, si vous les avez déplacés, fermés, diminués, il reste l'audio à droite qui est caché. Et si vous cliquez sur exporter full extent, ça va exporter aussi l'entièreté du fichier, même ce qui a été caché par les poignées. Je ne conseille pas, je pense qu'il suffit de choisir d'exporter 240 images. Si le timeline est en 24 images, 240 images, ça fait 10 secondes. Il y a 10 secondes de marge pour le monteur son, à droite et à gauche d'une région audio. Et je pense que 10 secondes, c'est largement suffisant pour faire des raccords. Pour les canaux identiques à la source, profondeur de bit 24. Des fois, il est réglé automatiquement sur 16. Travaillons en 24. Et on va exporter une piste par canal. Maintenant que tout est fait, il ne reste plus qu'à ajouter à la liste d'export. La tâche est prête et on fait tout exporter. Et c'est parti, il va exporter notre session entière, du début à la fin, avec notre montage audio, nos différentes pistes bien renommées, et la vidéo avec le format qu'on a choisi, et les médias intégrés au fichier AF. Ok, voilà qui est fait. Alors je vais vous montrer comment il a exporté les fichiers, à quoi vont ressembler les fichiers. Un fichier vidéo en QuickTime, vidéo QuickTime, et un fichier AF avec les médias audio intégrés dedans. Si vous aviez choisi PCM linéaire, donc avec des médias séparés du fichier AF, il y aurait eu aussi un dossier automatiquement créé par DaVinci qui aurait contenu tous les médias audio de la session. Ici, c'est pas le cas, on a choisi intégrer, c'est encore plus simple. Il y a 2 fichiers à envoyer au monteur son. Voilà pour ce qui est de la préparation de la post-production. J'ai essayé d'être le plus précis possible, mais je pense qu'une fois qu'on sait ça, on gagne énormément de temps ensuite entre la table de montage image et la table de montage son, surtout quand il y a des conformités à faire, quand le montage image bouge, avec la mire de synchro, avec les médias qui ont bien été exportés et qui ont bien été rangés. Il faut savoir aussi que tous les rushs du tournage seront envoyés au monteur son. Je ne l'explique pas ici, mais il faudra envoyer toutes les prises alternatives, bien sûr, même celles qui n'ont pas été utilisées dans le montage image final. C'est important pour que le monteur son puisse avoir la main sur des prises alternatives et puisse changer des choses qui ne vont pas sur le montage qui a été choisi par le monteur image. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Bon tournage à vous, bonne préparation et à bientôt!